Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, le gouvernement princier a tenu une conférence de presse aujourd'hui. De nouvelles mesures ont été annoncées, vous les découvrirez dans ce journal. La vaccination est-elle la solution pour endiguer l'épidémie de coronavirus? À Monaco, la campagne se poursuit. Quel est l'intérêt de se faire vacciner? Qu'est-ce qu'un vaccin ARN messager? Le docteur Hervé Renard nous éclairera à ce sujet. Alors que les restaurateurs peuvent poursuivre leur activité en principauté sous certaines conditions, comment se remettent-ils de la crise sanitaire? Ont-ils adapté leur mode de fonctionnement? Nous avons rencontré Ricardo Giraudy pour qu'il partage avec nous son expérience. Mais avant cela, je vous le disais en titre, des mesures complémentaires ont été annoncées aujourd'hui par le gouvernement princier pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Et quelles sont-elles? Élément de réponse avec Alexandra Pani sur des images d'Alexandra Marangoni. La situation s'est singulièrement aggravée. C'est par ces propos que Pierre Dartout a débuté cette conférence de presse. Depuis quelques jours, le taux d'incidence est très élevé et les chiffres ont sensiblement augmenté. Des nouvelles mesures seront donc effectives à partir de lundi prochain. Le télétravail devient obligatoire pour tous les postes qui le permettent jusqu'au 19 février reconductible. Dans les commerces, la jauge de fréquentation est dorénavant fixée à 6 mètres carrés par client contre 4 mètres carrés auparavant. Les rassemblements sur l'espace public sont limités à 6 personnes contre 10 actuellement, mais aussi l'obligation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures pour toutes les personnes en visite en provenance d'un pays étranger, excepté pour la France, les travailleurs et les scolaires. Nous sommes dans une situation critique, dans une situation qui est grave, et il s'agit essentiellement de deux objectifs pour nous aujourd'hui. D'abord, limiter le plus possible la circulation des personnes, donc d'où le recours au télétravail. Et deuxièmement, il s'agit aussi de faire en sorte que les personnes prennent des précautions dans leur vie quotidienne, d'abord chez eux, puisqu'une grande partie des contaminations se font dans la sphère familiale, et ensuite par leur comportement aussi sur le domaine public. Les mesures ont été prises de façon à respecter un certain nombre d'équilibres, à ne pas trop gêner la vie économique, sociale, culturelle. Je considère qu'il y a quand même un effort encore à faire. Il y a quand même plus de discipline à attendre de la population, plus de responsabilité, parce que, encore une fois, la situation est très difficile. Un changement des comportements est donc nécessaire au vu des derniers chiffres enregistrés. Et l'ensemble des indicateurs est au rouge en fait, puisque nous avons un taux d'incidence qui est reparti à la hausse de manière extrêmement sensible. Nous avons ce qu'on appelle un taux de positivité, donc le nombre de personnes positives lorsqu'on fait des tests, qui s'approche des 10%, ce qui est considérable, alors que nous étions à 5,5-6% il y a maintenant 3-4 semaines. Et puis, vous le savez, nous avons également un nombre conséquent de personnes, alors soit suivies en ville, soit surtout hospitalisées au CHPG. Et en dépit de l'implication, le dévouement, la mobilisation du personnel, il faut tout faire pour éviter que l'hôpital ne soit conduit à une situation difficile. L'attention est largement portée sur les réunions dans les cercles privés, les pauses café et cigarettes et lors des courses. Le gouvernement envisage de durcir les sanctions, notamment concernant le port du masque. Le ministre d'État a tenu à rappeler la gravité de la situation et que si ces mesures ne sont pas suffisantes dans les prochaines semaines, un nouveau confinement n'est pas à exclure. Voilà pour ces mesures complémentaires. Lors de cette conférence de presse, il a également été question des déplacements des monégasques sur le territoire français. Nous l'avions d'ailleurs évoqué sur notre antenne avec l'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini. Les déplacements sont limités à 30 km. Au-delà, un test PCR négatif de moins de 72 heures sera demandé. Le ministre d'État a précisé que des démarches ont été entreprises et une note verbale a été adressée aux autorités françaises pour attirer leur attention sur la situation des monégasques et des résidents et leur demander d'apporter un correctif dans les meilleurs délais. Et vous, que pensez-vous de cette mesure prise par le gouvernement français? Nous sommes allés à votre rencontre pour le savoir. C'est n'importe quoi. Enfin, moi personnellement, je trouve ça inutile de faire ça. C'est débile, mais bon, c'est les décisions. Ça paraît bizarre. Sincèrement, ça m'a un petit peu interloqué quand j'ai vu ça, quoi. C'est peut-être une bonne chose, si jamais ça peut éviter le confinement, tant mieux. C'est toujours bien de limiter le déplacement des gens en période de pandémie, quoi. S'il faut le faire, pourquoi pas?
On est à la recherche de tous les moyens pour arriver à enrayer la Covid. Et bon, si c'est un moyen, pourquoi pas? Je pense que c'est très contraignant pour un temps court, pour après être un peu plus libre de nos mouvements. C'est un peu exagéré dans la mesure où c'est pas réciproque apparemment, donc, puisque les Français auraient le droit de venir de plus loin. Donc, mais bon, après, on subit le truc. Peut-être qu'à 31 km, on est agressé par le virus. Et celui qu'on transporte de Monaco en dehors, en France, est actif qu'à partir du 31e kilomètre. Non, je trouve ça tout simplement absurde, mais je pense que ça a été une décision qui a été prise sans réfléchir. Une décision qui fait débat. Le 31 décembre dernier, Monaco vaccinait sa première résidente. Depuis, la campagne se poursuit. Elle concerne les personnes de plus de 65 ans ainsi que celles de plus de 18 ans présentant des facteurs à risque. Un acte qui se fait sur la base du volontariat. Alors quel est l'intérêt de se faire vacciner? C'est la question que nous avons posée à notre premier invité, le chef de service du centre de transfusion sanguine du CHPG. Bonsoir Hervé Renard. Bonsoir. Selon vous, la solution pour endiguer cette épidémie passe par la vaccination, en plus du respect des gestes barrières, bien évidemment? Complètement. Alors, je rappelle quand même que la vaccination a un objectif premier, c'est de protéger nos personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées avant tout, et puis effectivement les personnes qui ont des comorbidités. Donc c'est ça, l'important, c'est de d'abord protéger ces personnes-là pour éviter qu'elles soient hospitalisées et pour éviter, bien entendu, qu'elles engorgent les réanimations. C'est la meilleure stratégie selon vous, hein? C'est la meilleure stratégie au départ. Une fois qu'on aura protégé toutes nos personnes vulnérables, la deuxième stratégie, ça sera de protéger le plus possible de la population pour éviter la transmissibilité de ce virus. On parle aussi des personnes à risque, vous venez de le citer. Qui sont-elles? Elles sont prioritaires, hein? Oui, elles font partie des prioritaires, tout comme les personnes âgées. Ce sont toutes les personnes qui ont du diabète, qui ont des problèmes d'immunodépression, qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires importants, voilà, des maladies chroniques qui sont conséquentes et graves. Donc ces personnes-là sont très vulnérables, il faut absolument les protéger, encore une fois, pour éviter qu'elles soient hospitalisées, qu'elles soient en réanimation et malheureusement que bien souvent elles meurent. Alors la principauté a reçu plusieurs doses du vaccin Pfizer. C'est un vaccin ARN messager. Comment fonctionne-t-il, docteur? Alors ce vaccin ARN messager, la première chose que je dois dire, c'est qu'il n'est pas nouveau. Hein, c'est important de le dire parce que les gens pensent que c'est quelque chose de tout récent. Non, ça fait très longtemps qu'il est utilisé pour une autre thérapeutique qui est l'immunothérapie des cancers. L'ARN messager va être injecté dans la cellule humaine qui, elle, va fabriquer une protéine virale qui s'appelle la protéine spike et ensuite elle va exprimer, la cellule humaine va exprimer grâce à l'ARN messager cette fameuse protéine spike et le système immunitaire va pouvoir fabriquer des anticorps et surtout fabriquer des cellules qu'on appelle des cellules cytotoxiques contre la protéine et donc vous protéger ensuite d'une infection Covid. Alors qu'est-ce qui le différencie des autres vaccins habituels, comme celui de la grippe, de la rougeole ou de la fièvre jaune par exemple? Alors habituellement, on injecte le virus entier, par exemple pour la grippe, mais c'est des virus qu'on appelle des virus vivants inactivés, et c'est là le virus qu'on injecte pour la grippe par exemple, et c'est le virus entier qui directement entraîne la réponse immunitaire. Comment rassurer, docteur, la population réticente à l'idée de se faire vacciner? Certains disent que l'élaboration des vaccins a été réalisée en un temps record et doutent donc de leur efficacité. Alors c'est vrai que la réalisation de ces vaccins a été faite en un temps record, j'en suis complètement d'accord, mais c'est plutôt un exploit. Je peux vous assurer, et pour avoir bien lu sur le sujet, que tout a été respecté. Mais comme il y avait une urgence, tout a été fait de façon remarquablement rapide, mais en toute sécurité. Je me suis fait vacciner très récemment pour vous dire que je n'ai aucun doute sur la sécurité de ce vaccin. C'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes vacciné en tant que professionnel de santé. Vous avez eu des effets secondaires?
Alors, moi, j'en ai eu aucun. Alors, c'est vrai qu'on décrit quand même des petits effets secondaires, mais qui ont trait à la vaccination en général. Des douleurs, de la fièvre, mais ça, c'est plutôt bon, hein. Quand on a une réaction, ce qu'on appelle, nous, une réaction inflammatoire, ça veut dire que le vaccin fonctionne. Moi, j'ai eu aucune réaction, et pourtant, je dois le souligner, j'avais fait l'infection Covid en mars, et vous voyez, ça ne m'a pas empêché d'être vacciné tout récemment, et d'avoir une réaction tout à fait normale. Et vous allez bien depuis ? Je vais très bien. Je ne suis pas transformé et je vais très bien. Donc vous incitez, docteur, la population à se faire vacciner, hein ? Ah, complètement. Encore une fois, parce que le but, c'est de ne pas engorger les hôpitaux, et notamment notre hôpital et notre réanimation. Et ensuite, j'encourage toutes les personnes à se faire vacciner pour une raison très simple. C'est qu'on s'aperçoit que plus les gens seront contaminés par ce virus, plus il y aura des risques d'avoir des variants. Et c'est ça qui est important. Il y a deux choses, hein. C'est pour ça que je veux bien distinguer les deux choses du vaccin. Le vaccin doit protéger les personnes vulnérables, ça c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Et dans un deuxième temps, il faudra veiller à empêcher la transmission de ce virus, parce que plus il va se transmettre, plus il va se tromper dans ses copies, et plus on risque d'avoir des variants, ce qui risque de donner d'autres problèmes par la suite. Et ces vaccins sont efficaces contre les variants du Covid ? Alors, pour l'instant, les quelques variants qu'on connaît bien, le variant dont on dit qu'il vient de Grande-Bretagne, le variant sud-africain, le variant brésilien, pour l'instant, les vaccins sont efficaces contre ces variants-là. Mais il se peut que si on continue à transmettre le virus, un jour va nous sortir un virus complètement variant qui, lui, ne sera plus accessible au vaccin. Merci beaucoup Hervé Renard de nous avoir éclairé à ce sujet qu'est la vaccination. Merci à vous. Nous rejoignons à présent Chrisinda Thomel pour le reste de l'actualité en principauté. Bonsoir Chrisinda. Un élève de grande section de maternelle de l'école des Carmes a été testé positif à la Covid-19 suite à une contamination dans le milieu intrafamilial. Et oui, le jeune élève a été mis en éviction scolaire conformément à la procédure préconisée par les autorités sanitaires monégasques. Les tests PCR n'étant pas pratiqués auprès des maternelles, je vous le rappelle, et ces derniers n'étant pas soumis à l'obligation du port du masque, le gouvernement princier a donc décidé par principe de précaution que tous les élèves de la classe concernée seront placés en éviction scolaire jusqu'au lundi 15 février inclus. Les parents des élèves concernés sont invités à surveiller l'apparition de tout symptôme évocateur de la Covid-19 chez leur enfant. Les personnels de l'école, en contact avec l'élève positif, bénéficieront d'un test PCR. Un nouvel élan à présent pour les vélos électriques en libre service, Chrisinda. Oui, nous pouvons dire que ça roule du côté du système Monabike, Émilie. Ces petits vélos rouges urbains que vous voyez un peu partout en principauté ont un succès fou, à tel point que le gouvernement et la CAM viennent de doubler le nombre de stations et tripler le nombre de vélos. De plus, dorénavant, les touristes pourront eux aussi louer via une application mobile pour smartphone un vélo. Une application qui permettra de visualiser facilement l'emplacement des stations et le nombre de vélos disponibles à chaque station. Avec 2100 abonnés et 342 000 trajets effectués en 2020, cette nouvelle offre Monabike est un formidable succès et a multiplié par 4 sa fréquentation. Et puis cette dernière information concernant la prochaine rencontre de Jeep Elite de la Roca Team. La rencontre Cholet-Monaco qui devait avoir lieu samedi soir n'aura pas lieu, Émilie. Nous l'avons appris par un communiqué officiel. Alors que la rencontre Cholet-Monaco était reprogrammée ce samedi 6 février à la Meilleraie, suite déjà à un premier report le 24 octobre dernier. Elle a de nouveau été reportée. Le motif est le même, des cas de Covid au sein de l'effectif choletais. Merci Chrisinda. Un point à présent sur les travaux au jardin d'Apolline et à l'Hélios. Ils viennent de s'achever dans des délais largement respectés. Tous les locataires vont pouvoir prochainement réintégrer leur appartement. Vanessa Dessy et Orazio Gaggino sont allés sur place. Il y a plus de 3 ans, les locataires des résidences Les Jardins d'Apolline et Hélios étaient contraints d'être relogés. Une importante opération effectuée bloc par bloc. On a rénové l'intérieur des logements des Jardins d'Apolline et d'Hélios qui avaient été victimes de malfaçons et qui contenaient un degré d'humidité important qui empêchait les gens de vivre normalement dans les logements.
Durant les travaux, l'ensemble des locataires a donc été relogé dans des appartements. Mais cette solution provisoire a pris fin plus vite que prévu. Les habitants du bloc D ont été en mesure de réintégrer leur logement neuf en septembre. Ceux du bloc B dès novembre, avec plusieurs mois d'avance sur ce qui avait été préalablement annoncé. Et la fin de chantier s'achève aujourd'hui en ce mois de janvier. Sur les deux opérations, les derniers bâtiments ont été livrés fin janvier, le A pour Jardin d'Apolline et le C pour Hélios. Les travaux sont achevés, les entreprises ont tenu les délais, environ 37 mois pour Jardin d'Apolline, un tout petit peu moins pour Hélios qui est plus petit. Et donc les appartements ont été remis aux services qui vont se charger de réintégrer les locataires. Malgré un confinement, les délais de livraison ont été respectés. Les entreprises ont su être réactives en augmentant leurs moyens afin de faire face aux nouvelles conditions sanitaires. Accueillons à présent notre second invité. Il est à la tête d'un grand groupe de restauration et possède plusieurs établissements à Monaco, mais également en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique. Nous avions déjà reçu Riccardo Girodi au début de l'été pour faire le point avec lui sur sa situation. Quelle est-elle à présent? Comment s'est-il adapté pour poursuivre son activité aussi bien en principauté qu'à l'étranger? Bonsoir Riccardo Girodi. Bonsoir. Vous aviez beaucoup de craintes lors de la réouverture de vos restaurants au mois de juin. Est-ce qu'elles ont été levées? Alors, elles ont été levées pour tout ce qui est la période estivale, bien évidemment. On a fait une très bonne saison comparé à ce qu'on aurait pu imaginer. Mais il est vrai que là, depuis le mois de janvier, c'était une autre histoire en fait. On est redevenu dans une situation assez délicate, sinon critique. Et comment vous arrivez à y faire face? Au jour le jour, avec mes équipes, on essaye de faire le maximum. Vous savez, on se sent un peu impuissant, on ne peut pas faire grand-chose. On essaye, à travers la restauration, de rester ouvert, de donner le service qu'on peut aux résidents. Mais la façon dont on est obligé de travailler, ça nous rend à tous un peu la tâche quasi impossible, je dirais, si je dois être honnête. Cette crise, ce bilan que vous nous dressez ce soir, Riccardo, ne vous a pas freiné à vous développer? Vous avez ouvert un nouvel établissement dernièrement en Principauté. Alors en Principauté, j'ai ouvert pas un établissement, j'ai ouvert pratiquement un service de livraison. En fait, tous mes restaurants se sont regroupés et on a fait notre propre système de livraison où c'est les restaurants eux-mêmes qui livrent. Et donc à travers ce système, j'ai créé des restaurants virtuels, si vous voulez, pour pouvoir faire face un petit peu aussi à cette situation. Et donc j'ai développé par exemple des pizzerias qui sont uniquement livrables à la maison. En fait. Vous avez réussi à chiffrer un peu vos pertes? Oui, malheureusement. Alors jusqu'en décembre, ça allait plus ou moins bien. Et puis vous savez, le mois de janvier déjà c'est le mois le plus difficile. On a fait un mois de janvier désastreux. Je peux vous donner un ordre d'idée. Si un restaurant devait gagner 100 € l'année dernière, cette année, par jour, on est à 30. Donc on a 70% de pertes parce que tout simplement le midi, on ne peut faire qu'un seul service avec la moitié de la capacité. Et le soir, en étant fermé, nos frais restent pratiquement les mêmes. Donc vous pouvez vous imaginer un peu la difficulté à tenir, surtout quand on a pas mal d'établissements, pas mal d'employés. On est aidé évidemment avec le CTTR. Je ne vous cache pas que c'est très difficile. Et comment vous les voyez les prochains mois, Riccardo? J'espère que ça va s'arrêter bientôt. J'espère qu'on pourra au moins rouvrir le soir aux mêmes conditions que le midi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les résidents peuvent venir manger le midi, mais les résidents qui ne peuvent pas venir manger le soir, ça nous pénalise énormément. Et on essaye aussi de voir avec les services de l'État si on peut essayer d'ouvrir aussi le soir aux mêmes conditions que le midi. Ça nous aiderait énormément, au moins à tenir. Parce que c'est vrai que les pertes quotidiennes sont assez lourdes, surtout dans la pire saison de l'année. Oui, on le comprend, vous êtes dépendant de l'évolution de la situation. Ah oui, sur Monaco, on n'a pas le choix, on est vraiment dépendant de la situation. Mais on sait aussi qu'on ne pourra pas tenir ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais déjà, si on peut ouvrir le soir, enfin si on pourrait éventuellement, si ça s'améliore, ouvrir le soir, ça nous aidera énormément. Alors là, on parle de vos établissements à Monaco. Votre groupe, c'est une vingtaine de restaurants à travers le monde. J'imagine que les contraintes sont différentes selon les pays. Voilà. Là aussi, il a fallu s'adapter. Voilà, alors là, c'est cas par cas, pays par pays. C'est vrai qu'on est dans l'industrie, peut-être une des industries les plus touchées pour cette pandémie. Mais voilà, on vit au jour le jour, mais évidemment, on a un peu de réserve, on a beaucoup d'espoir.
Mais c'est pas facile, je vous cache pas. C'est vrai qu'à l'étranger, on est plus ou moins dans la même situation. Sauf qu'évidemment, j'en ai moins à l'étranger, moins de concentration de restaurants. Et vous avez dû fermer définitivement certains de vos établissements ? Non, je n'ai fermé aucun établissement définitivement. J'ai par contre abandonné 1 ou 2 projets que j'avais d'ouverture dans le monde. À part ça, sinon, les projets continuent dans certains pays comme le Moyen-Orient, par exemple. On a beaucoup de demandes de continuité, d'ouverture. Le monde de la restauration ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup en sourdine, on a travaillé beaucoup avec le développement de grands groupes à l'étranger, on a travaillé beaucoup avec les chefs, on a créé beaucoup. J'ai pas utilisé ce temps pour pleurer, j'ai utilisé ce temps pour créer. Et j'espère que ça portera ses fruits à court terme, quoi. Voilà, vous arrivez à avoir encore de l'espoir, comme vous l'avez dit, de l'optimisme. Toujours, mais toujours, ça, j'ai pas le choix. Enfin, c'est aussi une responsabilité que j'ai vis-à-vis de tous mes collègues, tous les gens qui travaillent avec nous. Si nous on n'a pas espoir, ils baissent les bras. Mais écoutez, je pense qu'on est sur la bonne voie. C'est qu'une question de est-ce qu'on va pouvoir tenir assez longtemps ? Je pense que oui. Si on est aidé, si tout le monde s'entraide, si on fait des choses intelligemment sans pouvoir prendre des risques sanitaires, je pense qu'on doit y arriver, on n'a pas le choix. Voilà, l'espoir, c'est ce qui vous fait tenir. Merci beaucoup, Riccardo Giraudy, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Nous retrouvons Crisinda Thomel pour un nouveau point sur l'actualité. L'hôtel des ventes vide ses entrepôts, Crisinda. Oui, mardi 9 février se tiendra une vente de pièces issues des collections de l'Hôtel des Ventes situé sur le quai Antoine Ier. Une vente qui s'effectuera uniquement en ligne, sur ordre et par téléphone à 10h30 et à 14h30 selon les lots souhaités. Alors pour voir les lots, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone et pour vous inscrire à cette vente, une adresse mail bib@hvmc.com. Cette information à présent sur le restaurant du lycée technique et hôtelier de Monaco. Oui, le restaurant Le Cordon d'Or reste ouvert excepté pendant les vacances d'hiver, confectionné et servi par les élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco. Les plats sont proposés dans un menu que vous pouvez trouver en vous rendant sur le site internet www.lycée-technique.gouv.mc et en sélectionnant le restaurant, bien sûr, Le Cordon d'Or. Alors pour déjeuner au restaurant, il faut obligatoirement réserver vos places et en raison des conditions sanitaires, vous ne pourrez pas être à table à plus de 6 personnes. À noter également que les 16 et 17 février, les élèves sont en examen blanc de BTS. Alors surtout, n'hésitez pas à réserver vos places pour les soutenir et pour déguster leurs plats qui seront bien sûr notés. Et enfin, Crisinda, quel temps fera-t-il ce week-end ? Samedi, une journée peu ensoleillée. Quelques passages nuageux sont prévus à partir de 13h dans l'après-midi couverte. Des rafales atteignant 48 km/h peuvent également traverser la région. Du côté du thermomètre, il affichera 9 degrés pour les minimales et 15 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h40 et il se couchera à 17h48. Samedi 6 février, nous fêterons les Gastons, Émilie. Merci Crisinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Ce journal est à présent terminé. Je vous rappelle la principale information de la journée. Le gouvernement princier a annoncé des mesures complémentaires pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Retrouvez tous les détails sur nos réseaux sociaux. À demain samedi pour une nouvelle édition où nous recevrons notamment Elisa Alberto qui nous proposera des recettes zéro déchet. On se quitte d'ailleurs avec les photos de Michael Alési de fruits et légumes de saison. À demain sur Monaco Info.